Je prends l'exemple d'un écrivain qui s'appelle Claude Ponty, qui est un écrivain pour la jeunesse, qui n'a jamais fait mystère du fait qu'il a été agressé quand il était jeune. Et on n'en parlait pas du tout. Et je me souviens, c'est une scène qui m'a énormément marqué. À la fin, au milieu de mon émission, à la radio, il y avait un disque. Donc j'ai lancé le disque. Et là, il m'a pris la main et il m'a dit « Et vous, c'était quand? C'était qui ?» Eh bien ça, tu vois, c'est la reconnaissance dont je te parle. J'avais pas eu besoin de parler de ce sujet-là. Il était là, il était présent, il avait compris, il avait senti. C'est un des moments les plus forts de mon parcours de journaliste. Et je te dirais même un des moments les plus forts de ma vie. Tu viens de dire un mot hyper important pour moi, qui est le mot admiration. Aujourd'hui, c'est très mal vu d'admirer. Aujourd'hui, quand on admire, on a l'impression qu'on serre l'invité, pour ne pas dire qu'on le suce. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'admirer. Parce qu'admirer, c'est se mettre en retrait. Admirer, c'est à un moment donné décider qu'on n'est plus le centre du monde. Admirer, c'est avoir l'humilité, à un moment donné, d'apprendre quelque chose de l'autre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je ne comprends pas, en fait, ce monde où on renie l'admiration. Un jour, je me suis baladé, je suis rentré dans une église et je me suis senti bien, tu peux pas savoir. Je me suis mis à souffler. En fait, en touchant ces pierres, je me suis dit, c'est dingue parce que ces pierres, elles avaient sans doute la même matière il y a 1000 ans. Et cette permanence, cette constance, qui est pour moi la plus belle des qualités, la permanence et la constance dans la vie avec le courage. Et je me suis senti bien et je me suis mis à traîner dans les églises. Je vais pas à la messe, mais je me suis mis à aller prier beaucoup dans les églises. Et j'ai retrouvé cette foi très importante pour moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui vous fait aimer la culture, le livre depuis maintenant des années, dans Le Grand Journal, 21 cm, Boomerang ou encore La Grande Librairie. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il était normalien et qu'il a été enseignant. Enseignant d'abord, et puis il a changé pour devenir ce personnage si connu médiatiquement. Et aujourd'hui, il est là, avec nous, pour changer de rôle, de posture. C'est pas lui qui va interviewer, parce que tout le monde dit que c'est un des meilleurs intervieweurs en France, mais il va devoir peut-être répondre beaucoup plus que poser des questions. On a la chance d'avoir aujourd'hui Augustin Trapenard. Salut Augustin. Salut Alexandre. Comment tu vas ? Je vais bien, c'est une rentrée littéraire, mais je vais bien, je suis heureux d'être avec toi. Je crois que ce que tu me dis, c'est que tu lis quoi, 5 heures par jour, c'est ça ? Oui, c'est ça, en moyenne 5 heures par jour. Pendant ces rentrées littéraires, ça peut être encore plus que 5 heures ? C'est-à-dire surtout que la rentrée littéraire, on commence à la préparer plus tôt. Je commence à recevoir des textes de la rentrée vers la mi-mai, et je me mets à lire vers la mi-mai des textes que je ne vais traiter juste qu'à leur sortie, c'est-à-dire en septembre ou alors fin août. Ouais, c'est ça, fin août, début septembre. Donc c'est assez compliqué parce qu'on doit composer avec un nombre incalculable de textes qu'on a lus depuis des mois. En même temps, c'est très excitant. La rentrée littéraire, c'est toujours un moment, c'est une exception française et c'est un moment que je trouve, moi, très important de mise en valeur de la littérature. On en a besoin. Et mise en avant de la littérature, tu parles de l'exception française, on va parler de La Grande Librairie évidemment, qui est là aussi une autre exception française, de pouvoir avoir une émission consacrée à la lecture. En fait, quand François Bunel m'a proposé de prendre sa place, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, c'est la seule émission en prime time sur un service public entièrement dédié à la littérature. Tu ne trouveras pas ça ailleurs en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, nulle part. Et ça, pour moi, c'est exactement l'exception culturelle française. Cette façon qu'on a de mettre en avant la littérature et de penser, d'y croire surtout, de penser que ça a un sens, la littérature. Je trouve ça absolument magnifique. Alors, les gens, dans mon introduction, disent souvent toi que tu es un très bon intervieweur. Donc, c'est quoi les conseils que tu pourrais me donner à moi ? Moi, c'est pas mon métier. J'ai la déjà, chance pas de me pouvoir poser le faire. de questions, parce que moi, si je suis intervieweur, c'est justement pour poser des questions et pour pas y répondre. Donc déjà, ça commence très très mal. Mais je suis tellement content de te voir et d'être là que ça va aller. En fait, le premier conseil que je te donnerais, c'est l'écoute. Mais c'est quelque chose que tu fais très bien. Mais c'est bien que tu le dises au début de notre discussion. J'espère que tu auras la même analyse à la fin de notre discussion. En parlant des bons autres intervieweurs, par exemple, moi, je trouve, je trouve que un que je préfère, c'est Mouloud Achour.
Toi, qu'est-ce que je le trouve vraiment bon, je le trouve justement dans l'écoute, je le trouve empathique. Quels sont pour toi les bons intervieweurs que tu trouves aujourd'hui, que ce soit à la radio ou à la télévision en France? Mouloud, c'est un bon exemple, c'est ma famille. On a commencé ensemble au Grand Journal de Canal+. J'admire, comme toi, son empathie, son sens de l'écoute. J'admire aussi sa programmation, qui est... éclectique au possible. Oui, qui est très éclectique, exactement, qui est absolument pas monolithique, justement. Qui était peut-être plus que toi, beaucoup plus que toi. Toujours une forme de surprise. Alors, ça dépend, moi, à la radio, j'ai pu faire des semaines où je recevais Pierre Bergougnoux, un écrivain du centre de la France, et le lendemain Ophélie Winter. Donc, je pense qu'en termes d'éclectisme, j'ai vraiment donné. Et c'était ce qui me plaisait, justement. Là, maintenant que j'ai repris la grande librairie, c'est vrai que je m'adresse déjà à un sujet particulier, à un mode particulier qui est le mode de l'écriture. Donc, effectivement, c'est différent. Mais Mouloud, je l'admire énormément. J'aime beaucoup Laure Adler, moi, qui m'a formé personnellement quand j'étais plus jeune. Alors, c'est quelqu'un qui est sans notes. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé, et puis elle arrive, elle débarque, elle a rien. Et elle n'est précisément que dans l'écoute. J'aimais beaucoup Pascal Clark aussi, dont j'ai pris la suite à la radio, pour sa mauvaise humeur. Ou plutôt, je dirais, pour son humeur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne se laissait rien compter. Quand un invité lui donnait une réponse qui lui convenait pas, elle lui disait. Il y a une population qui a créé les questions trapenard. Ah bon? Ils sont même aujourd'hui, tu trouves sur Internet des gens qui disent mais ça c'est des questions que tu ne peux pas sortir. Raconte-nous ce qu'est pour les gens qui n'ont jamais eu une question trapenard. C'est quoi une question trapenard? En fait, je crois que c'est un community manager qui a créé ça, qui bosse dans la politique, je crois. Et un jour, il a créé ce compte sur X, mais qui s'appelait Twitter à l'époque, où il prenait en fait certaines de mes questions, sans doute les plus saugrenues, qu'il mettait les unes après les autres. Mais le problème, c'est que alors ça donnait, si tu veux, quelle est la beauté d'un légume, qu'est-ce qu'un bon radis? Qu'est-ce qu'un bon radis, ou alors qu'est-ce qui vous fait jouir, ou alors tu vois ce type de questions. Le problème en fait pour moi, c'est qu'une question, on peut pas la détacher de celle qui la précède et de celle qui la suit. C'est-à-dire que c'est vraiment un cheminement. Donc moi, ça m'a fait rire. J'étais le premier à rire parce que je me disais comment je suis arrivé là. Mais en fait, c'est la question qu'il faut se poser, quoi. Face à une question, il faut se demander comment est-ce qu'on en arrive là. Parce qu'évidemment, quand je m'adresse à un écrivain, je commence pas par lui dire qu'est-ce qui vous fait jouir. Ça serait étrange. En revanche, cette question-là peut venir après 3 ou 4 questions et ça peut être une forme d'orgasme pour filer la métaphore. Pour continuer cette question sur les gens qui ont pris Augustin Trapenard en disant tiens, il fait des choses différemment. Je me souviens de ce sketch sur Brut que tu as vu, donc qui est en fait une parodie de des gens qu'on aime beaucoup, de Brut, et qui sont venus tourner chez toi dans ta bibliothèque, et qui mettait pas mal de choses en avant. En particulier, je vais me concentrer sur une chose, le fait, et à ce moment-là, tu avais en effet plusieurs émissions au même moment, et c'est ta capacité de travail. Donc souvent, je rencontre les gens qui sont ici en face de moi, ils me disent, une des raisons majeures, si ce n'est la raison majeure de ma réussite, c'est ma capacité de travail, c'est ma capacité à délivrer. Toi, tu étais un énorme bosseur, on est d'accord? Oui, je suis aussi quelqu'un qui travaille rapidement, sauf pour le plus important, c'est-à-dire la lecture. C'est-à-dire que je prends du temps pour lire. J'en suis un petit peu revenu, pour être franc avec toi, Alexandre. C'est-à-dire que ces cumuls de mandats ont fini par me gonfler un petit peu, tant au niveau politique qu'au niveau journalistique. Et du coup, je me suis vraiment concentré sur la grande librairie et sur l'association que je porte depuis 6 ans qui s'appelle Bibliothèques sans frontières. Pour autant, c'est une décision? Parce que souvent, parfois, on se pose des questions en disant il a arrêté ou on lui a demandé d'arrêter. Toi, ça a été une décision que tu as prise à un moment, tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai envie de me concentrer vraiment sur une seule chose. C'est comme ça s'est passé. Ce qui est certain, c'est que quand je suis parti de la radio, j'ai décidé de partir de la radio. J'aurais pu possiblement garder la radio et faire de la télévision en même temps, mais j'ai trouvé que la grande librairie, c'était suffisamment de travail, si tu veux. Par ailleurs, j'ai pas le même âge. Mais dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, et sans doute, je suis comme toi, il n'y a rien que je value plus dans la vie que le courage. Donc c'est pas forcément la réussite, mais c'est vraiment le courage. C'est-à-dire les gens qui se lèvent le matin, qui bossent, qui travaillent, qui essayent toujours de donner plus. Alors je vais pas juger et insulter quelqu'un qui est paresseux, mais en tout cas, ce sont les personnes qui m'intéressent le plus, les personnes courageuses. Pour remonter le fil de ton histoire, chapitre 1er, ton enfance,
Donc ta maman est enseignante, donc, histoire-géographie, puis pour collège, papa banquier, reconverti dans l'élevage des chevaux. En fait, il faisait les deux, mais il a pris sa retraite extrêmement jeune et il est effectivement devenu éleveur de chevaux et maire par la suite du petit village dans lequel mes parents ont une maison en Auvergne. Village dont ils sont plus ou moins originaires, en tout cas toute la famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, vient du centre de la France, du Bourbonnais. Et donc, sœur Constance, aujourd'hui éditrice, deux frères, Thomas et Vincent, qui est un entraîneur de course hippique et entrepreneur. Il est pré-entraîneur maintenant, on appelle ça comme ça. Et c'est, il a un centre de pré-entraînement. C'est ça, c'est un centre de pré-entraînement. Voilà, ça va avant l'entraînement. Exactement, avec des poulains, exactement. D'accord. Et avec mon père qui a un élevage de chevaux, si tu veux, ils travaillent ensemble. Donc c'est quand je vois la fratrie avec vos parents, on se rend compte, ce qui est parfois le cas, pas toujours, qu'il y a quand même un impact des métiers de vos parents par rapport à vous quatre. Toi, tu vois ça comme c'était quelque chose d'évident. Ils vous ont donné ces envies-là, que ce soit plutôt du côté hippisme d'un côté ou plutôt littérature de l'autre. Ou c'était juste... C'est même pas le destin, c'est passé comme ça. Ça m'amuse parce que j'ai un frère qu'on n'a pas cité, le deuxième. Oui, c'est ça, dont on ne sait pas exactement le métier. Donc si tu veux... Ce qui veut dire que l'entrepreneur, on ne sait jamais vraiment, c'est ça que tu veux dire ? Oui, et donc surtout, ce qui me fait rire, c'est que s'il y a eu une dissémination de la part de mes parents jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu as quand même un petit flou au départ. C'est drôle. Mais en tout cas, c'est assez juste ce que tu dis. Bon, on a tous un lien très très fort dans cette famille à la nature, à l'animal, à la terre, évidemment. Moi, j'ai des souvenirs très précis, petits, d'être réveillé pendant la nuit par mon père qui nous emmenait voir une jument poulinée, c'est-à-dire mettre bas, en réalité. J'ai le souvenir de mon père prenant le placenta, le jetant au chien. J'ai le souvenir de mon père prenant le poulain tout juste né dans ses bras, comme ça, pour lui donner aussi l'odeur humaine. J'ai le souvenir de scènes extrêmement fortes, comme ça, presque telluriques, qui nous ont, je pense, énormément marqués. C'est vrai que mon frère en a fait son métier. Après, dans une famille, quand quelqu'un s'empare quelque part d'une passion, c'est difficile pour les autres de s'en emparer également. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé dans la nôtre. Donc mon frère Vincent, lui, le deuxième, n'était pas vraiment dans les chevaux. Ma sœur et moi, on a été cavaliers jeunes, mais bon, moi, j'ai lâché ça pour la littérature, quoi, qui était toute ma vie. Et ma sœur d'ailleurs m'a suivi puisqu'effectivement elle est elle-même dans le milieu littéraire. Alors, point important aussi, tu fais partie de ces gens, et c'est pas forcément toujours le cas, qui communiquent sur pas mal de choses, pas uniquement tes succès, mais aussi certaines failles, certaines zones complexes, compliquées, sombres. Et là, une en particulier qui est marquante, c'est ce que tu as vécu à 6 ans, c'est un viol. Et tu as communiqué assez tôt sur ce sujet-là. C'est tôt, tout est mais tu as communiqué dessus, et c'est pas la communication qui m'a étonné quand j'en ai entendu parler. C'est comment tu en parlais. Tu disais, tout ça est banal. En fait, c'est surtout que c'est quelque chose, moi, que je n'ai jamais caché, que je n'ai pas éprouvé le besoin de dire publiquement, d'abord parce qu'on m'a jamais vraiment posé la question. Mais c'est toi qui en as parlé la première fois. Je crois que la première fois, pour être très franc, c'est une question qu'on m'a posée publiquement, oui. Je crois que c'était dans un podcast de 2 jeunes filles que j'aime beaucoup, qui avaient un podcast qui s'appelle Coming Out, et qui interrogeait en fait sur les expériences de l'homosexualité, un certain nombre de personnalités. Et je crois qu'elles m'ont posé des questions sur ma petite enfance, et donc je me suis mis à en parler parce qu'elle me posait la question tout simplement. Pour être franc, ça n'est pas une période très heureuse de ma vie, l'enfance de fait. C'est quelque chose avec lequel j'ai dû composer toute ma vie. C'est quelque chose auquel je pense encore tous les jours. C'est quelque chose qui reste en fait et qui reste pour toujours, qui vous tatoue quelque part. Qui vous marque et qui vous marque, ouais. Mais à quel moment... C'est-à-dire que quand je te dis ça, ça veut dire que ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de moi, et que pour me connaître, il faut sans doute savoir cela. Donc quand on me pose une question, j'essaie d'avoir l'élégance, si tu veux, de répondre honnêtement. C'est un petit peu comme mon homosexualité, ça serait très étrange en fait de ne pas en parler, de ne pas le dire, même si ces deux questions n'ont rien à voir. Quand tu disais banal, je faisais exprès de parler de ce mot-là, parce que c'est malheureusement un fait
banales, ces violences qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être physiques. Surtout dans une certaine génération, j'ai l'impression. Et milieu. Et milieu, exactement. C'est d'ailleurs quelque chose dont on ne parle jamais. Mais moi, si j'ai sans doute dit cette phrase, alors je ne sais pas si le mot est très juste, hein, et pardon de l'avoir employé s'il ne l'est pas. En tout cas, pour moi, ça me venait à l'esprit avec ce terme-là, banal. C'est que je ne suis pas une exception dans mon entourage, ni amical, ni forcément familial. Et je pense que cette expérience douloureuse de l'enfance, j'irais jusqu'à dire criminelle, hein, de l'enfance, en fait, malheureusement, pendant très longtemps, elle a été là, on n'en a pas parlé, et elle était impunie. Qui est la première personne à qui t'en as parlé ? Je pense que ça doit être mes parents. Ah bon, ouais. Maman, papa ? Ma mère, sans doute, ouais. Et combien d'années après ? Quelques années après, quand même. Je pense une dizaine d'années plus tard. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très à l'écoute et qui m'ont entendu, qui m'ont cru. Qui t'ont cru, ça. Et déjà, je pense que ça fait une grande différence. Pour autant, est-ce que la marque s'en va ? C'est pas sûr. Ça modifie quand même un rapport au corps, un rapport à l'autre, un rapport au monde également. Une forme de méfiance se met en place, une forme de dégoût peut se mettre en place aussi. Et une fragilité qui est à la fois un drame et en même temps, c'est terrible ce que je vais dire, mais une singularité. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, en lisant récemment, je crois l'année dernière, le très beau livre de Neige Sino qui s'appelle Triste Tigre, qui est un livre qui a été couvert de prix et qui est un livre qui réfléchit sur l'inceste que Neige Sino a vécu lorsqu'elle était enfant. Un livre extrêmement fort. Alors bon, moi c'est pas exactement la même histoire, mais en tout cas elle a de ces pages extraordinaires à la fin du livre où elle dit « Il m'arrive de croiser dans la rue quelqu'un que je reconnais, on se reconnaît ». Elle dit « On n'est pas forcément amis, on n'est pas forcément proches, c'est pas une complicité, c'est juste une reconnaissance ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, parce que cette fragilité, j'ai pu la reconnaître à plein de moments dans ma vie. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est pas étranger que mon métier, c'est pas innocent, pardon, que mon métier, ce soit justement de rencontrer des gens, de les interroger, de délivrer leurs paroles. C'est peut-être aussi que je suis en quête perpétuelle de reconnaissance, de cette forme de reconnaissance. Je te remercie sincèrement d'en parler, d'en avoir parlé. Et d'accepter d'en parler encore, parce que je sais que c'est pas mon sujet préféré, on va pas se mentir. Mais c'est sûr, mais le temps long permet aussi ça, c'est que tu le dis très justement. Je pense que les gens ne peuvent pas savoir qui tu es, sans savoir et on le sait très bien, nos failles ou nos ombres qu'on n'a peut-être pas éclairées ou qu'on a laissées dans la pénombre pendant des années. J'ai compris que cet agresseur n'a pas été puni. Donc toi, c'est des sujets où, justement, quand j'avais creusé, je m'étais dit, tiens, il n'est pas allé quand même jusqu'au bout de... Non, c'est d'ailleurs assez intéressant, la façon, encore une fois, dont on compose avec cela. Pendant très longtemps, je me suis dit que je ne serais pas une victime. Je refusais catégoriquement d'être une victime. Et pour moi, le fait de laisser quelque part ce crime impuni, c'était une façon de gagner, de remporter une forme de combat. En fait, avec les années, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué. Malheureusement, le temps de prescription est passé ? Non, c'est pas comme ça que je l'envisage. C'est juste que j'essaye de porter un combat dans ma vie qui n'est pas celui-là. Et qui est un combat pour... promouvoir l'éducation, l'information et la lecture auprès des personnes les plus vulnérables. C'est un combat pour lequel je me sens investi, légitime, pour lequel je me bats et je crains, si tu veux, la multiplicité de combats. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me gonfle profondément. Si tu veux, ces artistes, ces personnalités, ces journalistes aussi parfois, qui sont de toutes les causes. Je pense qu'en fait, une cause revient à être affaiblie. Donc là, c'est la posture
la posture de l'artiste ou la posture de la personne publique. C'est ça, en fait. Exactement, mais c'est ça, en fait. Parce que quand tu me dis tu n'en parles pas beaucoup, tu n'aimes pas en parler, c'est en tant que personne publique. Moi, les gens qui sont dans mon entourage, ils savent tout de ma vie. Mes très très proches, ils savent que c'est quelque chose auquel je pense tous les jours. Mes amis, la personne qui partage ma vie, elle sait que c'est pour moi le centre du monde. Mais pour autant, si tu veux, mon combat de personne publique, celui que j'ai choisi de mener, celui qui compte véritablement pour moi, ça n'est pas celui-là. Tu as parfaitement raison. Si je peux me permettre, beaucoup trop de personnes aujourd'hui en position de pouvoir vont continuer justement à être ces prédateurs, et que c'est important pour beaucoup de gens d'entendre quelqu'un comme toi, qui est ce personnage public, et dire « Les gars, c'est arrivé ». L'injonction à devenir porte-parole, elle est extrêmement violente également. Bien sûr. Et c'est quelque chose, moi, avec lequel, encore une fois, j'ai dû composer toute ma vie. Cette injonction-là, je la trouve terrible. Déjà, l'injonction à prendre la parole, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne force pas une victime. Tu sais, dans mon métier, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver confronté à des victimes. Et je me suis posé des questions éditoriales, des questions de journaliste, en fait, où je me suis dit, est-ce que je vais confronter mon invité à cela ? Ce que tu es en train de faire. Et ben, tu vois, plusieurs fois, je me suis dit non. Parce que je trouve que c'est extrêmement violent, à un moment donné, d'aller demander des comptes à une victime. Je trouve ça dur. Si la victime choisit, donc là, c'était mon cas, donc c'est pour ça que je te respecte et que je te réponds. Mais si la personne a choisi, si tu veux, d'en parler et de rendre ça vocal, il n'y a aucun problème. Mais si elle a choisi de le garder pour elle, je pense par exemple, c'est un cas intéressant, je peux en parler, à une interview que j'ai faite d'Eva Green. Eva Green, donc cette comédienne, fille de Marlène Jobert, et il me semble que Marlène Jobert, quelques jours avant l'interview que je faisais d'Eva Green, avait déclaré et dit publiquement que sa fille avait été une victime d'Harvey Weinstein. Moi, je me suis retrouvé dans un studio avec Eva Green et s'est posé pour moi la question de savoir si j'allais la confronter à la parole de sa mère. À partir du moment où Eva Green n'avait pas pris la parole elle-même pour parler de cette agression, j'ai considéré que ça n'était pas à moi de le faire. Mais pour te répondre, il m'est arrivé dans certaines émissions de ne pas en parler, mais que ce soit là, que ce soit présent. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Je prends l'exemple d'un écrivain qui s'appelle Claude Ponty, qui est un écrivain pour la jeunesse, qui n'a jamais fait mystère du fait qu'il a été agressé quand il était jeune. Et on n'en parlait pas du tout. Et je me souviens, c'est une scène qui m'a énormément marqué. À la fin, au milieu de mon émission, à la radio, il y avait un disque. Donc j'ai lancé le disque. Et là, il m'a pris la main et il m'a dit « Et vous, c'était quand? C'était qui ?» Eh bien ça, tu vois, c'est la reconnaissance dont je te parle. J'avais pas eu besoin de parler de ce sujet-là. Il était là, il était présent, il avait compris, il avait senti. C'est un des moments les plus forts de mon parcours de journaliste. Et je te dirais même un des moments les plus forts de ma vie. Tu parlais de ton engagement, de ton combat. Tu en as donc un en particulier, on va passer un peu de temps dessus. Ça s'appelle Bibliothèques sans frontières, c'est la capacité d'apporter la culture, la lecture, les jeux, l'information, l'éducation aussi. Au plus grand nombre. On y reviendra dans quelques minutes, mais pour arriver à là, on va continuer justement ton parcours. Ces années, on a compris, d'enfance sont, pour cette raison, pas des meilleures années. Tu aimes la lecture très tôt, très jeune. On a parlé de ta maman, il faudrait aussi parler de ta grand-mère. Et ton grand-père, ta grand-mère qui est bibliothécaire. Alors, qui a été bibliothécaire, effectivement. Oui, bien sûr, qui a été bibliothécaire. Et donc, cet amour des livres, il est présent. Bon, déjà, j'ai eu la chance de vivre, Alexandre, et je parle bien de chance, je pourrais parler de privilège, de vivre dans une famille, de naître dans une famille où la lecture avait son importance, où le livre était un objet culturel qui était valorisé. Alors, te dire qu'il était valorisé de la meilleure des façons, pas forcément. Je me souviens que mon grand-père, par exemple, avait des livres reliés. Tu sais, comme à l'époque, on reliait certains livres parce que c'était aussi un objet symbolique, un objet qui culturellement faisait bien.
Pour autant, c'était un lecteur, et pour autant, ma grand-mère maternelle était une immense lectrice également, et tous les deux, c'est-à-dire mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, ont participé de cette joie immense qu'est la lecture encore aujourd'hui pour moi. Ma grand-mère maternelle en m'apprenant à lire, tout simplement avec des lettres de Scrabble, comme on faisait à l'époque avec des petits-enfants. C'est pas très Montessori. Non, mais c'est devenu un jeu, et si tu veux, dans une famille, je sais pas, je pense, t'as plusieurs enfants ? Oui. Donc t'as vu comme un enfant, le deuxième, prend l'espace que le premier lui laisse. Alors moi, mes deux frères aînés n'étaient pas des grands lecteurs, si tu veux. Et donc moi, ça a été mon grand truc. Et voilà, et ça a été mon domaine, mon espace. Là où tu sublimais, quoi. Et je suis devenu surtout un peu le monsieur lecture de la famille, si tu veux. C'était mon rôle. Tu sais, comme il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent à quel point Augustin est obsessionnel sur la lecture. Je lisais ce que tu disais. Un jour, quand tu avais perdu ta valise, et donc tes livres étaient dans ta valise. Et là, pour toi, la lecture était tellement importante. C'est vraiment vrai que tu prenais la bouteille et tu lisais tout ce qu'il y avait sur cette bouteille. Oui. C'est réel. C'est une anecdote que raconte souvent mon frère, parce que on était ensemble, en fait. La valise avait été perdue, et effectivement, je me suis mis à lire de façon frénétique les indications sur une bouteille d'eau minérale sur l'île sur laquelle on se trouvait. Ça faisait beaucoup rire mon compagnon de l'époque et mon frère avec qui on était en vacances. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la drogue aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'expérience de lecture, c'est aussi une expérience qui me calme. Je suis très anxieux, je suis assez actif, pour ne pas dire hyperactif à certains endroits. Et l'expérience de lecture, c'est un moment où le cœur se met à battre moins vite, où je suis vraiment dans un état, sinon de transe, du moins de calme, en fait, et de félicité. T'arrives à lire n'importe où ? Oui, j'arrive à lire n'importe où. Je peux même lire avec de la musique, je peux même lire avec des gens autour. Pour autant, comme c'est mon métier et que j'essaie de faire attention, et puis je travaille chez moi la plupart du temps, donc je suis seul. Mais j'arrive à lire tout le temps. Hein. J'aime bien ce que tu disais sur cette partie d'espace que tes frères t'avaient donné. Donc ça a certainement expliqué cet amour, ou en tout cas ce temps passé. Il n'empêche, est-ce que tu te souviens de ton premier livre qui t'a bouleversé ? Pas celui que tu as lu, mais celui qui t'a dit, il y a un truc là. Alors tu sais, moi je suis né en 79, donc la littérature jeunesse n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense que la littérature qu'on nous faisait lire, c'était La Comtesse de Ségur. J'ai eu une éducation franco-britannique, donc j'ai aussi lu les livres de Béatrix Potter, ces livres illustrés absolument magnifiques en Angleterre. Donc j'ai des souvenirs épars. Ce qui est certain, c'est que très vite, mon grand-père paternel, c'est là où il intervient, m'a quelque part introduit à la lecture et à la littérature, pardon. Il m'a introduit à la littérature, c'est-à-dire qu'il m'a fait apprendre par cœur, comme un petit singe savant, des extraits. Je me souviens l'épitaphe de Jean de La Fontaine qui me faisait réciter sous le tilleul à Saint-Bonnet-de-Rochefort en Auvergne devant ses amis. J'étais vraiment, tu vois, le petit singe savant qui venait réciter cette épitaphe que j'ai oubliée aujourd'hui. Et il disait, mon grand-père, oui, mais le jour où il le citera à l'oral de l'ENA ou un truc comme ça, il aura une bonne note. C'était très mal connaître ces études qu'il n'a jamais faites en réalité. Sinon, il saurait que il aurait su. C'est un peu plus compliqué. Voilà, que ça. C'est pas exactement ça. Il n'empêche, avoir une bonne mémoire aide quand même beaucoup. Il a raison là-dessus. Oui, mais surtout, il m'a fait découvrir énormément de livres et il m'a donné des livres. Et j'ai le souvenir notamment d'avoir. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son salon en Auvergne, tous les murs étaient recouverts de livres. Mais c'est-à-dire tous. C'est-à-dire que c'était comme si on entrait dans une grotte. Et c'était très impressionnant pour le petit garçon que j'étais. Surtout le petit garçon fasciné déjà par les lettres et par la lecture. Donc pour moi, c'était le plus grand lecteur du monde. Et donc je lui avais fait la promesse de lire tous les livres du monde. Tous. Ce qu'évidemment je n'ai pas fait. Évidemment, il y a peu de chances que tu y arrives. Mais ce sont des histoires, si tu veux, qui sont comme des légendes familiales, mais qui sont importantes. Quel âge, là, quand tu dis ça ? À l'époque, je pense que je devais avoir 6 ans, 5 ans ou 6 ans, tu vois. Je lui avais dit, grand-père, moi je lirai tous les livres du monde. Et je me souviens de l'avoir piqué un livre, surtout un jour, d'avoir pris un de ses livres reliés. Et je me souviens que c'était une figure très imposante, mon grand-père, qu'il est rentré dans son salon, qu'il m'a vu, il criait très fort, il disait « Oh, nom de Dieu !» C'est un Auvergnat. Et j'ai fait tomber le livre, et j'ai ramassé le livre, et il l'a ramassé, ça même, tu vois, quand j'en parle, et il l'a ramassé en même temps.
et il m'a dit je te le donne. Et ce livre, c'était l'Iliade, et je l'ai toujours relié, comme on le faisait à l'époque, sur ma table de nuit aujourd'hui. Wow. Voilà. Et il reste sur la table de nuit. Oui, et c'est magnifique que ce soit l'Iliade aussi, puisque l'Iliade, ce sont les origines du roman, quelque part. Ce cadeau qu'il m'a fait, c'était une promesse, c'était la promesse... sinon d'un destin, du moins d'un parcours, un parcours qui m'occupe encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est celui qui est à côté de toi quand tu t'endors. Ouais, enfin j'en ai plein. Mais c'est celui qui fait la base. J'ai aussi le goût de la radio. C'est un peu tout. J'ai plein de Mais il y en a qui changent, à mon avis, celui-là il reste en tout cas. Ah oui, il reste. On parle d'études. C'est un sujet important pour la famille, les études, parce que tu deviens normalien. C'est quand même un sujet. Pas tant, à mon avis, pour mes grands frères ou pour ma petite sœur, mais pour moi, oui, parce que c'était mon espace, en fait. L'école, la lecture, et puis après l'école, j'étais un très bon élève. Et je me souviens que maman était assez compétitive quand même, c'est-à-dire qu'elle me disait... elle avait des grandes ambitions pour moi. D'ailleurs... C'est quoi son ambition pour toi ? Je pense qu'elle était enseignante, que ma grand-mère, comme je le disais, avait été bibliothécaire. Et tu sais, il y a un adage à l'école normale sup, on dit grand-père instit, grand-parent instit, parent prof, enfant normalien. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de cet ordre-là pour elle, et je peux le comprendre. C'était vraiment la plus belle école. Et c'est vrai que c'est une belle école, l'école normale supérieure. Et quand j'ai intégré, j'ai vu pour le coup dans ses yeux une immense fierté. Dans les yeux de mon père, j'ai vu autre chose, parce que mon père, pour lui, c'était une façon de briller, quelque part, normal sup. Je lui disais d'ailleurs toujours, mais tu sais, moi j'ai envie d'intégrer, parce que j'ai pas envie de passer ce concours. C'est-à-dire, on fait pas autant d'années, on travaille pas autant pour gagner le Trivial Pursuit à Noël, quoi. J'ai vraiment envie d'avoir ce concours. Mais maman, j'ai l'impression qu'il y avait en elle vraiment une grande fierté. Pour elle, c'était quelque part un accomplissement, une porte d'entrée dans le monde. Pour être très franc, il se trouve que j'ai quitté l'éducation nationale pour continuer à travailler dans la fonction publique, hein, en radio et en télévision. C'est très important pour moi, et peut-être qu'on pourra y revenir, mais j'ai quitté l'éducation nationale. Et je l'ai toujours, moi, vécu comme une forme de trahison. Et je pense que c'est lié justement à la fierté dans les yeux de ma mère. Ouais. Et justement, quand t'es parti, la première chose qu'elle m'a dit, par exemple, quand j'ai intégré, c'est quel dommage que ta grand-mère ne soit pas là, voilà, pour le savoir. C'était vraiment quelque chose qui venait de loin. Quand je suis parti de l'ENS, tu veux dire ? Ouais, quand t'as quitté justement ton statut d'enseignant, quand t'as dit ça à ta maman, elle t'a regardé, elle t'a dit... Non, non, parce qu'en fait, déjà, je pense qu'à l'époque, je travaillais sur France Culture, et je pense que c'est le moment où le Grand Journal de Canal+ m'a appelé, ou Ronald Van Kim m'a appelé pour intégrer le Grand Journal de Canal+, et elle a compris que j'aurais pas le temps, en fait, tout simplement. Parlons d'une profession pas assez payée, essentielle pour justement développer les générations futures, l'éducation, en particulier les professeurs, puisque tu as été toi-même enseignant. Moi, c'est un métier, si tu veux, que j'ai voulu faire, que j'ai commencé à faire. C'était une vocation, c'était très important pour moi. Et de voir le traitement des enseignants en France, ça relève pour moi, encore aujourd'hui et régulièrement, je te dirais presque quotidiennement, du scandale. Là, on est en rentrée scolaire, et je crois que ça relève véritablement du scandale. Quand on sait qu'un enseignant célibataire ne peut pas vivre à Paris, par exemple, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il n'est pas payé suffisamment pour vivre seul à Paris, pour pouvoir enseigner, je trouve que c'est le signe d'une société malade, Alexandre. Et je trouve que s'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faudrait intervenir d'urgence, c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a, avec beaucoup d'ironie, rembarré Anne Hidalgo quand elle a proposé de doubler ou de tripler le salaire des enseignants, alors que pour moi, c'est une mesure absolument centrale. Donc, et à l'origine, à mon avis... Donc c'était une proposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo, quand elle était candidate à l'élection présidentielle. Non, mais si tu veux, moi, c'était pas ma candidate, si tu veux, même que je te parle franchement. Oui. Je fais ce métier de journaliste depuis maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans. Quand j'ai des potes ou des gens que j'ai perdus de vue, qui étaient avec moi à l'école normale sup, ou qui étaient avec moi dans un établissement où j'ai pu enseigner, une université où j'ai pu passer en tant qu'enseignant ou autre, qui m'appellent et qui me disent aide-moi à changer de métier, aide-moi à faire autre chose que prof, j'en peux plus, je gagne pas ma vie, je suis en train de rater ma vie, ça me fout hors de moi. En fait, je trouve que là, il y a une responsabilité de la société, mais aussi de nos gouvernants, de l'État, voilà. Et donc, c'est aussi avec notre petite
émission, l'optique de le dire. Et je fais la même chose avec nos aides-soignantes, avec nos soignantes, nos infirmières. Il y a des métiers qui sont exceptionnels, qui sont tellement importants et qui sont sous-payés. Et pour aller plus loin, une base. Oui, quand ils sont sous-payés, ils sont aussi très souvent sous-considérés socialement, politiquement, culturellement. La parole de l'enseignant n'a plus la même valeur. C'est étonnant ce que tu me disais tout à l'heure, parce que je ne l'avais pas vu arriver celle-là. Je te vois partir de l'éducation nationale, donc fonctionnaire, et je te vois aller dans le monde médiatique. Et toi, tu arrives à le spinner, c'est assez fort, en disant « Oui, je vais dans le monde médiatique, mais service public. » J'ai toujours travaillé sur le service public. C'était très important pour moi d'avoir toujours un ancrage sur le service public. Okay. Et d'ailleurs, ça a été le cas depuis toujours. D'abord à France Culture, puis à France Inter, puis aujourd'hui à France Télévisions. Si tu veux ce métier, il faut que tu l'entendes. Pour moi, c'est pas seulement un métier, c'est une mission de service public. Et c'est très important pour moi de promouvoir la lecture, la culture, de partager la joie qui est la mienne depuis le plus jeune âge, de partager aussi peut-être tout ce qui a été pour moi matière à savoir et matière à penser et que j'ai eu dans les livres. Cette joie, si tu veux, contagieuse, il est de ma mission de pouvoir la partager. Mais il n'y a pas que le service public qui doit porter ça, on est d'accord. Mais le service public a une mission. Et c'est un mot d'ailleurs qu'on n'emploie plus jamais, la mission de service public. Moi, si tu veux, je m'étonne toujours que ces journalistes du service public, tu sais, qui s'en vont, ils fassent des pétitions en disant « c'est scandaleux, j'ai perdu mon travail ». Bah non, le service public, ça doit tourner, on vous donne une mission, quand elle s'arrête, vous dites merci. Vous dites merci, et parce que c'est ça en fait, c'est toute la différence entre une chaîne publique, de service public, et une chaîne privée. Ça n'est pas pareil. Et pour moi, si tu veux, si c'est important, mais je suis très honnête avec toi, si c'est important, c'est parce que ça relevait autant d'une mission que d'un métier. Tu te retrouves dans ce monde d'enseignants, et là, je te retrouve dans le monde du service public, mais des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré... Et pourquoi? Parce que dans un des livres que j'ai écrit, le dernier que j'ai écrit récemment, qui s'appelle Pause, j'ai cette question sur les rencontres. Ces rencontres, ces moments magiques. Parfois, tu ne te rends pas compte tout de suite. Mais il y a ces moments-là dans nos vies, c'est le destin qui fait que tu vas rencontrer quelqu'un dans ton chemin. Comment ça s'est passé, toi, pour que tu bifurques comme ça? Mais je pense que tu as raison, Alexandre. Ce sont effectivement des rencontres, des moments qu'on n'attendait pas forcément et qui subrepticement orientent un parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec le livre. Enseignant, libraire, pourquoi pas journaliste d'ailleurs. Mais je sais que j'ai fait un stage jeune à France Culture et que j'ai rencontré quand même des gens extraordinaires, comme par exemple celle qui était directrice des programmes de France Culture à l'époque, qui s'appelle Laurence Bloch, qui est devenue par la suite directrice de France Inter et qui a accompagné mon parcours pendant très très longtemps. Ça, c'est une rencontre extraordinaire. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, a su me saisir, a su me rassurer et surtout a su me donner la possibilité d'être libre et d'être moi-même, parce que ça tient à ça. Une fois que j'avais fait ce stage, j'avais laissé quelque part un souvenir, une trace. Augustin, le petit une trace, ouais, c'est ça. Et donc Laurence très gentiment m'avait appelé et m'avait dit: est-ce que ça vous amuserait, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, de participer à une émission qui était celle à l'époque de Joseph Massescaron, qui s'appelait Jeux d'épreuves, qui était une émission de critique. À l'époque, j'avais également commencé à signer en presse écrite dans le magazine Elle et dans le magazine littéraire. Toujours ces extrêmes, toujours cet éclectisme qui est si important pour moi. Et donc j'ai commencé à faire des chroniques à la radio. Et puis petit à petit, on m'a confié une première émission de radio. Tu étais à la radio, tu écrivais, et là je vais te retrouver au Grand Journal. Là aussi, une évolution, on est en 2012, hein, c'est il y a quelques années de ça, mais cette évolution-là, ça aussi, c'était un chemin égotique, tu penses? Pas du tout, c'était une suite logique pour toi? C'était une rencontre, évidemment. Oui, alors je me pose pas les questions dans ces termes-là. Moi, en fait, pour être très franc, on ne regardait pas la télé quand on était petit. On n'avait pas vraiment la télé. On avait le droit de regarder Bouillon de culture et Apostrophe. C'était vraiment les émissions qu'on avait le droit de regarder. C'était la grand-messe. Mais on n'avait pas trop le droit aux écrans.
C'était pas une famille où les écrans étaient valorisés. Il y avait un écran à l'époque. Hein. Voilà, une vieille télé dégueulasse dans le sous-sol. Il n'y a pas de tablette. Je me souviens. Et si tu veux, moi déjà, quand j'ai été contacté par Michel Denisot et Renaud Levantin, donc Michel Denisot qui présentait le Grand Journal et Renaud Levantin qui le produisait, c'est parce que tout simplement leurs épouses et Renaud aussi écoutaient mon émission sur France Culture qui s'appelait Le Carnet d'Or. Donc si tu veux, moi, ils m'ont parlé quand même de mon travail. Et moi, ils m'ont demandé de faire mon travail, c'est-à-dire de prescrire, de partager des lectures. Donc, j'avais pas l'impression, si tu veux, de faire autre chose. En revanche, pour être franc, j'avais pas prévu la violence que ça pouvait représenter et de façon plus intéressante, l'addiction que ça pouvait représenter. C'est-à-dire que je me souviens, ça va t'amuser, la veille de la rentrée du Grand Journal, j'ai dîné avec Léa Salamé, qui à l'époque était sur une chaîne d'infos, et elle avait travaillé avec moi à France 24, donc on avait déjà fait un peu de télévision ensemble. Je courais dans les couloirs de France 24 pour faire ma chronique littéraire en français et ma chronique littéraire en anglais. Et Léa me dit, parce qu'elle était déjà très acquise à ce que c'est que le monde médiatique, elle me dit, tu vas voir, ta vie va complètement changer. Donc c'est vrai que le Grand Journal à l'époque, c'était énorme. Et je me souviens d'avoir eu comme un vertige, je la croyais sans la croire, mais une semaine après, effectivement, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire « Augustin, quel livre est-ce qu'il faut lire ?» Et ça, c'est quand même un changement absolument radical dans une vie. Ça a été absolument radical. Ce qui est intéressant, c'est que le Grand Journal s'est arrêté et j'ai pas eu pendant tout mon parcours la même reconnaissance publique. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait, sinon représenter un manque, du moins être une forme de vertige, quoi. C'est-à-dire que maintenant... Tu comprends pourquoi souvent les gens voient ça comme les politiques, en fait, comme une drogue? Tu disais une addiction, c'est ça? C'est quoi? C'est de ne plus être reconnu? En fait, je pense que ça vient de très loin. On parlait de reconnaissance au début de notre conversation, et d'ailleurs dans des termes que j'ai jamais employés. C'était très émouvant d'en parler comme ça avec toi. Mais je pense que la question de la reconnaissance, elle est fondamentale pour me comprendre. C'est-à-dire que j'ai toujours été en quête de cette reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est pas que les gens te saluent, te disent bravo pour ce que tu fais. C'est bien une reconnaissance. C'est-à-dire c'est bien une façon de se trouver, en fait, de se comprendre. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que quand tu étais plus jeune, les gens ne t'écoutaient pas. Bah c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Et à plein de moments dans ma vie, on m'a pas écouté. Ouais. Alors, on m'écoutait pas parce que c'était une famille très nombreuse. On m'écoutait pas parce que je parlais beaucoup pour ne rien dire. Je faisais sans doute un petit peu le clown. Et on m'écoutait pas sur des sujets sans doute plus importants et plus tragiques, qui ont été difficiles à faire sortir et dont on parlait tout à l'heure. Donc, si tu veux, cette question-là, elle est fondamentale. Et tu sais pourquoi on fait de la radio, en fait? Pour qu'on nous écoute. Pourquoi on fait de la télé? Pour qu'on nous regarde. C'est-à-dire que c'est pas normal de se retrouver à un moment donné sur un plateau, avec 14 caméras qui te regardent et qui sont pointées sur toi. Faut avoir un problème psychologique. Il faut avoir cette volonté d'être regardé. Surtout quand on sait la violence du regard. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on le sait plus que jamais. On sait à quoi on s'expose. On sait à quelle violence, en fait, on va être confronté, quelquefois pour un nœud de cravate mal noué, mais le plus souvent pour une phrase qu'on a dite et qu'on pourrait désavouer le lendemain. Parce qu'en réalité, la vie, elle est complexe, les gens sont complexes, on est tous pleins de paradoxes, on est des êtres de paradoxes et d'imperfections. Et quand on dit quelque chose un jour, mais peut-être que 2 heures après, on va le remettre en question. Sauf que, comme tu l'as dit, et que ça a été incrusté sur une bobine, on te le sortira 10 ans après en disant « tu as dit ça ». Non seulement on te le sortira 10 ans après, mais surtout on va figer cette pensée-là comme constitutive de ce que tu es. Mais attendez, merci de nous laisser quand même la possibilité de nous remettre en question, ne serait-ce que de nous remettre en question. Moi, mon travail, il est aujourd'hui plus que jamais sans cesse de penser contre moi-même. Sans cesse. C'est-à-dire que dès que je suis attiré vers quelque chose, d'ailleurs que ce soit un livre, un invité, un potentiel invité, je veux dire, c'est toujours d'essayer de me poser la question de la raison pour laquelle je suis attiré par ce texte et qu'est-ce que ça dit de moi
et qui je pourrais inviter qui, précisément, ne produirait pas le même attrait, si tu veux, pour pouvoir essayer de composer des plateaux qui soient plus justes. Grand Journal, une rencontre importante, quelqu'un qui t'apprécie énormément. Oh, tu l'as évoqué, Renaud Levanquim, qui est un des plus grands producteurs français, producteurs, réalisateurs, tu le diras ce que tu en penses, voilà, mais en tout cas moi, pour le connaître, la chance de le connaître, c'est quelqu'un d'un talent immense, qui est un des cofondateurs d'un nouveau média que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent, qui s'appelle Brut. Et dans cette émission, nous avons des pauses amicales, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aiment bien l'invité, qui posent une question, donc on va l'écouter. Salut Augustin. Tu as failli être le présentateur de 28 minutes, l'émission quotidienne de Arte, présentée aujourd'hui par Elisabeth Klein, et je me suis toujours demandé si tu aurais préféré présenter 28 minutes ou être chroniqueur, ce que tu as fait, littéraire au Grand Journal de Canal+. Ah, ça j'étais pas au courant. En fait, Renaud, raconte-nous un peu ta relation avec Renaud. Donc Renaud, pour moi Renaud, c'est, alors on parlait tout à l'heure des gens que j'admire, les gens qui ont du courage. Je me rends compte, puisqu'on parlait de Laurence Bloch tout à l'heure, que c'est vraiment un point commun qu'ils ont tous les deux. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui travaillent énormément, qui ont énormément de courage et qui ont fait tous les métiers, pour l'une de la radio et pour l'autre de la télévision. Moi, ce que j'admire le plus chez Renaud Levanquim, c'est qu'il a commencé en tant qu'assistant réalisateur et qu'il a fait tous les métiers de la télévision. Et si tu veux parler avec quelqu'un qui connaît ces métiers-là de l'intérieur, c'est vraiment parler avec quelqu'un qui connaît la télévision. Donc ça, c'est extraordinaire. Renaud Levanquim, que je ne connaissais pas, écouté mon émission et m'a contacté. Et c'est vrai, il a raison. Il m'a fait faire des auditions pour présenter 28 minutes. Et d'ailleurs, Léa Salamé, dont on parlait tout à l'heure, était une des finalistes également. On était tous là. C'était assez marrant. Le destin de ne pas avoir été pris. Non, mais c'est surtout que c'est Renaud qui choisissait. Et il dit ça, mais il oublie de dire que c'est lui qui m'a pas pris. Oui, et Renaud a décidé, du moins c'est ce qu'il m'a dit par la suite, que ce serait mieux pour moi de venir parler de littérature au Grand Journal, qui, je le rappelle, était quand même la grande émission. Hein. C'était vraiment la grand-messe à l'époque. Ne t'excuse pas de ne pas t'avoir été pris sur 28 minutes. Non, mais en plus, je pense que moi, en fait, si tu veux, la télévision, pour moi, comme je te le disais, c'était pas vraiment central, et c'était parce que c'était pas un objet que j'avais chez moi, et j'avais pas été élevé avec la télévision. En fait, moi, si tu veux, le Grand Journal du Canal+, je savais même pas que ça, enfin, je le regardais pas. C'est-à-dire que je savais même pas son impact. Il a fallu que Léa Salamé me le dise pour que je le comprenne. Et puis tu l'as vite compris quelques jours après. Voilà. Jusqu'à ton papa qui a lu La Montagne. N'oublions pas, c'est un moment essentiel aussi dans l'impact que ça a. On parle de Renaud, juste pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment bien Renaud, je lui conseille d'écouter, parce qu'il est venu sur Pause, raconter son histoire qui est incroyable. Et il est d'une humilité alors qu'il a tout fait, et tu sais quoi ? Tout bien fait, ce qui est quand même assez rare. Oui, et puis surtout, peut-être que tu peux noter, c'est que c'est aussi un visionnaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose moi qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il est capable de voir avant nous ce que ça sera. Ce que, en l'occurrence, la télévision sera. Et quand il a créé Brut, par exemple, en fait, les gens le regardaient un petit peu comme s'il était fou. Aujourd'hui, on voit l'impact de Brut. Moi, je collabore avec Brut, notamment pour le Festival de Cannes. Si tu veux, c'est quand même le seul média, ça fait 15 ans que je fais ce métier, où mon petit-neveu de 8 ans et ma mère, qui n'a pas le même âge, je ne me suis pas à le dire parce qu'elle serait vexée, ont regardé cette vidéo. Tu vois, ça, c'est extraordinaire d'avoir quand même créé ça. Donc, après Grand Journal, on parle de Grand Journal, on te retrouve sur d'autres émissions, c'est Le Cercle, c'est 21 cm, c'est Boomerang, pas vraiment sur ces émissions, parce que ça a été des moments, je suis persuadé, surtout ceux qui ont duré, de bonheur intense, avec tes équipes, avec certains invités, mais c'est plutôt ces invités-là. Parfois, ils sont imposés, c'est toujours toi qui les choisis, qui les acceptes, même quand c'était Le Cercle, c'est toi qui... ça a souvent dit non, je veux pas. Alors déjà, j'ai toujours eu effectivement une équipe de programmateurs, parce que c'est un vrai métier, la programmation à la radio et à la télévision. J'ai toujours eu une équipe de programmation avec qui je discute énormément, mais j'ai toujours eu le mot final. Et pour moi, c'est un luxe, hein, mais pour moi, c'est très très important, parce qu'en fait, si tu veux, une interview, moi je fais des interviews. Une interview, il faut y croire. Il faut avoir envie de rencontrer la personne. Sinon, ça sert à rien. Sinon, tu n'arriveras à rien tirer. Bien sûr. Non, il faut vraiment que ça émane d'un désir. Mais alors attention, ça peut être quelqu'un qui me gêne. Ça peut être quelqu'un qui...
contre qui j'ai envie de m'élever. Ça a pu m'arriver, pas souvent, parce que c'est pas exactement ma façon. C'est surtout que c'est pas vraiment ma façon d'envisager l'entretien. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour le fait culturel, et je trouve que c'est pas mal d'aller choisir en fait des gens dont on a envie d'apprendre quelque chose. Mais bon, ça a pu m'arriver, mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est très important que ce soit ma programmation. Et donc, celui à qui ça se passe tout le temps, il se passe toujours quelque chose, c'est qui? Tu veux dire comme invité? Ouais. Tu dis à chaque fois, ça va être un bon moment. Alors, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire c'est trop facile. Si tu mets la pièce, t'as pas besoin de Non, mais c'est surtout qu'en fait, si t'écoutes bien, une fois que t'as mis la pièce, ce sont souvent des paroles qui sont pas des paroles très intenses ou très intéressantes, si tu veux. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je dis toujours, le pire invité, c'est celui qui parle trop bien. Toujours. Tu sais, d'ailleurs, il y a des... Alors que toi, tu parles extrêmement bien. Mais attends, moi, je suis pas un artiste. Non, je suis pas un artiste. Bien sûr que non. Je suis un invité quand même. Non, mais je suis quelqu'un dont le métier est justement de délivrer une parole complexe. Parce qu'en fait, la parole de l'artiste, c'est une parole très complexe. Tu as pu t'en rendre compte puisque tu en as interviewé. Ce sont des gens, si tu veux, qui sont entièrement libres, souvent, de dire ce qu'ils veulent, mais c'est une parole qui tremble, qui trébuche. C'est une parole un petit peu anarchique. Quelquefois, ils disent n'importe quoi. C'est d'ailleurs réjouissant. Et moi, je pense qu'on en a besoin. Mais c'est une parole complexe, si tu veux. Interviewer Brigitte Fontaine en direct à la radio à 9h du matin, je te le conseille, tu verras, c'est extraordinaire. Quand tu lui poses la question, Brigitte Fontaine, qu'est-ce que c'est être féministe? Elle te répond, ne pas être québécoise. Moi, je l'ai vécu, ça, si tu veux. Bon, bah là, tu il faut rebondir. Bon, non, mais là, elle a fait une réponse Rapnard. Bah, non, mais tu te dis, c'est un moment INA, quoi. C'est-à-dire qu'on va le prendre, on va en faire une archive, quoi. Tu vois. Donc, tu vois, pour moi, c'est intéressant, cette parole un peu complexe qu'il s'agit de délier, qu'il s'agit de délivrer. J'aurais pas pu être intervieweur politique ou intervieweur médiatique. C'est-à-dire que les gens qui parlent trop bien, ça m'inquiète. Une pause. Et un endroit pour toi, on parlait tout à l'heure des églises, en ce moment, où tu aimes faire une pause. Il y a un endroit, l'été, l'hiver, un endroit où tu te sens le mieux avec ton mari, avec toi-même. Alors, je suis pas marié, hein, mais non, c'est avec pas grave. Ton ami, c'est oulala. Non, non, mais parce que je le serai peut-être un jour, et ça aura un sens. Donc, je te le dis, les églises, les églises, vraiment, c'est un espace pour ce que je te disais tout à l'heure, où je me sens profondément bien. Une autre question que je pose à mes invités, qui t'aimerait, maintenant que tu as eu l'expérience pause, qui tu dis, tiens, j'aimerais l'entendre, l'écouter, le voir sur pause? J'aimerais bien que tu invites un écrivain, parce que moi, c'est ce que j'aime le plus, les écrivains. Okay. Un écrivain qui s'appelle Tristan Garcia, qui est un écrivain absolument inouï, d'une intelligence prodigieuse. Si tu vois, on parlait de brillance, c'est un des écrivains, c'est un des artistes les plus brillants que j'ai jamais interviewé. J'adore l'interviewer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé. Et il a un imaginaire qui, je pense, te plairait. C'est quelqu'un qui est à la fois spécialiste de la BD, et puis qui sait parler des sciences, qui sait parler de plein de sujets. Et il est brillant et lumineux. Augustin, merci d'avoir pris le temps, du temps. Je sais que c'est rare de prendre ce temps, de s'asseoir, de parler, d'avoir ce temps long. Si des gens veulent te contacter, comment ils font les gens pour te contacter aujourd'hui, qui ont envie de te raconter quelque chose ou de partager? Les réseaux sociaux, est-ce que tu as le temps de regarder? Oui, bien sûr. Ils t'écrivent je pense que ça fait partie de ma mission de service public. Non. Attention, ils vont te réécrire. Les services publics, c'est de répondre non, aussi. En vrai, je réponds. Quelquefois, je réponds seulement un cœur quand ils me font un compliment ou je réponds une petite croix, tu vois, un petit truc. Quelque chose. Mais je réponds, je suis là, je suis quand même super accessible, évidemment. Bon. Merci Augustin. C'est moi qui te remercie, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.